Et salut, j'espère que vous allez très bien, ravi de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Et pour commencer, on va donc parler de l'une des stars de cette première partie de saison 2024 et je pense sur l'une des stars du futur de cette catégorie reine, c'est tout simplement Pedro Acosta. Bon, je pense qu'on peut le dire, l'Espagnol nous a plus qu'impressionné dans cette première partie de saison, même si c'est vrai que la fin de cette première partie de saison a été plus difficile pour lui. Dans l'ensemble, il a été quand même bluffant lors de ses débuts dans cette catégorie. Et récemment, on a pu donc avoir l'analyse de Dani Pedrosa ou encore de Jorge Lorenzo sur justement Acosta et je trouvais ça intéressant. Vous allez voir, c'est assez rapide, mais j'avais envie donc de vous lire leurs propos. On commence donc par Dani Pedrosa qui, sur son compatriote espagnol, a donc déclaré: au fur et à mesure qu'il progressait dans les classes, il s'est rendu compte que plus il montait, plus il se sentait à l'aise sur la moto. Tout le monde à l'usine est ravi de ses performances. C'est quelque chose dont KTM avait besoin. Des propos que je trouve quand même forts de la part d'un pilote comme Dani Pedrosa, mais vous allez voir, on a eu aussi d'autres mots très forts de la part de Jorge Lorenzo qui a déclaré: ce qui le distingue des autres, c'est la préparation, les milliers d'heures qu'il a passées sur la moto depuis qu'il est petit. Je ne lui donnerai qu'un seul conseil, qu'il doit faire attention aux chutes, car une blessure grave pourrait mettre fin à sa carrière. Mais il a quelque chose de Stoner et de Valentino, à savoir le charisme. Et il a aussi quelque chose de Marc Marquez évidemment, à savoir l'ambition et la confiance en lui. Et bah dis donc, ça je pense qu'on peut dire que c'est un beau cadeau quand tu as un pilote comme Dani Pedrosa qui vient dire que tu es donc très important pour KTM et que KTM avait besoin d'un pilote comme toi, et quand à côté tu as Jorge Lorenzo qui est aussi un immense champion qui dit que tu as du Stoner, du Valentino Rossi et du Marc Marquez. Ça fait quand même un sacré cocktail d'immenses pilotes. Ça fait partie, je pense qu'on peut le dire, Rossi, Marquez et Stoner, ça fait partie des plus grands pilotes de l'histoire de cette catégorie. Donc ce sont de sacrés éloges qu'ont pu faire ces deux grands champions et je pense qu'on peut le dire, c'est mérité. En tout cas, pour conclure rapidement, parce que le but de ce sujet c'était de voir un peu l'avis et la pensée donc de Lorenzo ou encore Pedrosa sur leur compatriote espagnol, sur Acosta, je trouvais ça quand même assez sympathique. Moi je partage évidemment leur analyse et vous l'avez compris, je suis aussi fan de Pedro Acosta et très content de voir ce qu'il réalise dans cette première partie de saison. Maintenant il faudra voir aussi ce qui va se passer dans la deuxième partie de saison, comme on a pu donc déjà le dire en intro de ce sujet. La fin de cette première partie a été plus compliquée pour lui. J'ai hâte de voir donc ce qui va se passer ensuite, s'il va pouvoir de nouveau être capable de jouer réellement aux avant-postes et peut-être d'aller chercher sa première victoire en MotoGP. Ça serait quand même complètement dingue. Mais bon, quand on voit le potentiel et même quand même le niveau d'Acosta, c'est quand même pas impossible. On verra aussi évidemment sa suite de carrière en MotoGP. Aujourd'hui, en MotoGP, en catégorie reine, le niveau est extrêmement élevé. Acosta n'est pas sur la meilleure moto, on va pas dire que la KTM est une mauvaise moto évidemment, mais la Ducati reste quand même assez largement la meilleure moto et c'est évidemment dans ce MotoGP moderne extrêmement difficile de faire des podiums, de gagner des courses ou encore même de se battre et de gagner un championnat du monde. Donc il faudra voir ce qui se passera à l'avenir pour Acosta. Mais au vu de ce qu'il représente déjà en tant que rookie, on peut quand même imaginer un très très grand nom, un très très grand champion pour l'avenir de cette catégorie. Allez, maintenant pour deuxième sujet, on quitte donc l'Espagne et on rejoint l'Italie. On va donc parler de la continuité de carrière de Franco Morbidelli avec ces derniers temps des propos du pilote italien qui nous font comprendre qu'il y a une véritable chance pour lui de continuer en MotoGP et de peut-être à l'avenir signer chez la VR46 pour évidemment 2025 ou peut-être encore pour aussi 2026. On verra bien, rien n'est encore officiel, rien n'est encore fait. Mais c'est vrai que, bon, je sais que ça va peut-être faire grincer les dents de plusieurs personnes parce que déjà Franco Morbidelli n'est pas le pilote le plus apprécié, mais surtout il faut bien admettre que depuis la fin de cette saison 2020, Franco Morbidelli est en difficulté. Il a été en difficulté chez Yamaha malgré quelques coups d'éclat et ensuite il est quand même en difficulté sur cette Ducati depuis cette saison 2024. Mais il y a un mais, on le voit quand même, je trouve, progresser, on le voit de mieux en mieux, surtout dans cette fin de première partie de saison 2024, comme a pu dire Morbidelli, depuis Barcelone, il se sent capable de viser peut-être des podiums, et il ne faut pas oublier ça, il faut quand même noter ce gain de performance, cette progression de Franco Morbidelli, et ça, c'est vrai que ça pourrait peut-être aussi lui permettre de rester en MotoGP, malgré, c'est vrai, des saisons, comme on a pu le dire, compliquées par le passé. Regardez donc les propos de l'Italien par rapport peut-être à sa suite de carrière en 4
catégorie reine. Sur l'éventualité de signer chez la VR46 pour une ou plusieurs saisons, il a donc déclaré « ça bouclerait clairement la boucle ». Ce serait une histoire formidable de courir pour Vale. Ce sont eux qui ont fait de moi le pilote, la personne que je suis aujourd'hui. Je leur dois énormément à tout le groupe Valentino Rossi, pas seulement Vale, je leur dois pratiquement tout. Alors courir pour eux, ce serait une belle manière de boucler la boucle. Et réussir à renouer avec la victoire dès cette année avec Pramac, ça serait fantastique. Et le faire ensuite avec la VR46, je ne veux même pas y penser. Et justement pour terminer, il revient sur sa progression sur cette Ducati qui voit pour l'instant à 75%. Il déclare « ça fait 3 courses que je me dis que je peux terminer sur le podium. 3 courses depuis Barcelone. Je n'y suis pas encore, mais j'y travaille. Et je continue d'y croire. Je peux le faire. J'ai eu des difficultés. Je n'étais pas dans la bataille du top 5 ASN. C'était un circuit difficile pour nous. Mais depuis Barcelone, je peux le faire. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il me manque quelque chose. Mais on va travailler pour. Je continue d'en apprendre sur cette moto. Et en attendant, on obtient quand même de bons résultats. Et c'est positif. Il manque toujours quelque chose pour se battre devant. On va continuer de travailler petit à petit pour y arriver. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'avoue que j'ai très hâte d'avoir votre avis dans les commentaires parce que je pense qu'on va avoir vraiment deux camps. Ceux qui vont noter vraiment la progression de Morbidelli au cours de cette saison et qui diront s'il continue de progresser, qu'il continue d'être capable de jouer devant, alors il mérite de continuer en MotoGP. Et c'est vrai que ça serait quand même beau de voir un Franco Morbidelli, pilote de la VR46, justement rouler sur une Ducati du team VR46. Et je sais qu'il y aura un autre camp qui dira Morbidelli a fait son temps, ça fait des années qu'il est en difficulté et même s'il arrive à faire un petit peu mieux au cours de cette saison, même peut-être beaucoup mieux, c'est pas suffisant. Surtout qu'évidemment, il ne faut pas oublier qu'il a quand même une GP24, la dernière Ducati en date, une moto qui, on le sait tous, est une très bonne moto. Donc il y a vraiment un gros débat et je vous avoue que j'ai bien du mal à me positionner. Parce que tout d'abord, ça me plairait bien de voir Morbidelli chez la VR46 pour possiblement une ou deux saisons supplémentaires parce que lui c'est quand même un pilote made in VR46 Academy et je trouve que ça serait une belle histoire. Mais à contrario, il faut quand même le dire, aujourd'hui il y a aussi une question de mérite. Alors attention, le mérite dans le sport c'est quand même quelque chose de très vague et dire que quelqu'un mérite plus qu'un autre c'est toujours difficile, mais Morbidelli, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il est véritablement en difficulté et même si aujourd'hui, comme on a pu le dire, il fait mieux et c'est tout à fait vrai, il a quand même une GP24 et on attend encore mieux de lui. Surtout qu'à côté, il y a des pilotes au sein de cette catégorie qui, je pense aussi, méritent clairement d'avoir une belle place comme chez la VR46, mais on a aussi évidemment des pilotes Moto2 de jeunes champions qui aujourd'hui peuvent peut-être taper à la porte parce que ils réalisent des choses exceptionnelles et ils mériteraient aussi de monter en MotoGP. Alors est-ce que Morbidelli a plus de mérite pour cette place que des pilotes qui sont en MotoGP qui aujourd'hui n'ont pas de place ou encore des pilotes Moto2 qui pourraient donc monter? C'est un peu compliqué et j'ai envie quand même de tendre dans le sens de dire peut-être non. Mais je tends donc vers le non à un moment T et ce moment il est qu'on est aujourd'hui qu'à la moitié de cette saison 2024. On n'est pas du tout à la fin. Donc il reste du temps à Franco Morbidelli pour une nouvelle fois démontrer qu'il mérite plus que les autres de rester en MotoGP. Donc tout va se jouer sur sa progression encore une fois dans cette deuxième partie de saison 2024. S'il continue d'être capable de jouer des top 5, s'il est régulièrement dans le top 5, capable aussi de se battre pour des podiums et même peut-être pour une victoire, alors je pense qu'on pourra quand même dire Morbidelli mérite encore de pouvoir continuer en MotoGP et je pense que ça pourrait être donc beau de le voir chez la VR46, même si évidemment qu'il est bien aidé parce que justement c'est la VR46. Certains vont sûrement en parler et c'est vrai, si c'était une autre équipe que la VR46 avec la relation qu'il a donc par exemple par rapport à Valentino Rossi, peut-être que oui, Morbidelli n'aurait pas ce ticket. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Et même si c'est vrai qu'il a un avantage parce qu'il fait partie de la VR46 Academy, comme j'ai pu vous le dire, s'il continue de progresser, s'il se bat régulièrement pour des top 5, des podiums ou peut-être même pour des victoires, Morbidelli, je pense on peut quand même le dire, mériterait de rester en MotoGP. Peut-être pas pour 2 saisons, mais pour au moins encore une saison. Et on verra bien ce qu'il pourrait donc faire en 2025 avec cette Ducati VR46. A noter qu'il aurait donc une GP24, parce que normalement la GP25 qui sera donc donnée au team VR46 ne sera donc que pour Fabio Di Giannantonio. Je rappelle, on en a parlé dans la précédente vidéo, Ducati va changer sa stratégie en MotoGP. On aura donc en 2025 plus que
3 Ducati usine, 2 dans le team usine et une seule dans le team VR46. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez justement pas à aller voir ma précédente vidéo. Maintenant, je voulais rajouter un sujet à cette vidéo parce que si vous avez raté ça, mais cette nuit, on avait la course historique d'endurance des 8 heures de Suzuka et on avait notre pilote français en MotoGP qui participait, Johann Zarco, avec l'équipe officielle Honda. Et Johann Zarco a donc gagné cette course d'endurance. Alors attention, c'est une course d'endurance donc il n'est pas le seul. Il a donc roulé aux côtés de 2 autres pilotes. Il a gagné donc avec Takumi Takahashi et aussi Teppei Nagao. Bon, j'espère que je prononce bien leur nom, mais en tout cas un grand bravo à ces 3 hommes, un grand bravo aussi à toute l'équipe. C'est une très belle victoire qui, je l'espère, va quand même faire du bien psychologiquement à Johann Zarco parce que bon, en MotoGP, vous le savez et on va pas commencer à parler de négatif, mais voilà, je suis très content que Johann Zarco ait gagné ces 8 heures de Suzuka. Et il fait donc maintenant partie des rares pilotes à rouler en MotoGP au même moment qui ont gagné cette célèbre course. Le dernier en date, c'était donc Pol Espargaro en 2016. Il avait gagné avec la Yamaha et c'était un back-to-back parce qu'en 2015, il avait aussi gagné ces 8 heures de Suzuka. A noter aussi que Johann Zarco devient le premier pilote français victorieux donc de cette épreuve depuis 1989 où Dominique Sarron et Alex Vieira avaient donc gagné. Donc bref, je pense qu'on peut le dire, c'est une très belle victoire. Alors on n'a pas eu spécialement de déclaration pour l'instant, ça va arriver sûrement plus tard. J'ai juste pu trouver donc les déclarations du français à 30 minutes de l'arrivée qui a donc déclaré: j'étais content d'avoir un relais plus court mais il a tout de même duré 50 minutes. Il était très difficile d'augmenter l'écart avec Yamaha, c'était 5 tours de moins, donc c'est passé un peu plus vite et c'était un peu plus facile. J'ai fait le job et je suis très content. Bon, Johann Zarco parle de relais plus courts parce qu'apparemment il était vraiment fatigué après ses relais. C'est la course d'endurance, évidemment c'est extrêmement éreintant physiquement. Bon, je pense que pour l'instant, je vous ai montré toutes les informations qu'on a pu avoir sur le sujet. Quand il y aura d'autres déclarations, je pense qu'on en parlera. Bref, encore une fois, bravo à toute l'équipe. En tout cas, maintenant, on arrive donc au tout dernier sujet de cette vidéo et on va parler d'entre guillemets le vrai problème de cette Yamaha avec les propos du directeur du constructeur japonais Mayo Meregali. Parce que oui, maintenant, depuis de nombreuses saisons, je pense que vous n'avez pas raté ça, mais cette moto a de gros problèmes, les résultats sont très compliqués et on a beaucoup parlé de ce problème de moteur qui était sûrement le principal souci des années précédentes, même si on s'était amélioré en 2023. Et justement, en 2024, on a axé le développement de cette moto justement sur le moteur et aujourd'hui, cette Yamaha a un bien meilleur moteur. Pourtant, les résultats n'ont pas spécialement évolué et on reste clairement en grande difficulté. Et si le moteur aujourd'hui n'est pas le principal problème de cette moto, alors c'est quoi? Et bien justement, regardons les propos de Mayo Meregali. Il déclare: l'électronique, c'est certain. Nous commençons à y travailler véritablement. Mais il rajoute une autre couche, et le poids de la moto, son poids, mais aussi sa lourdeur, car ce n'est pas seulement le poids qui est à l'origine de cette lourdeur. Alors oui, j'ai un petit peu triché. Techniquement, c'est pas un vrai gros problème, mais plutôt 2 gros problèmes aujourd'hui sur cette Yamaha 2024. Tout d'abord, l'électronique, mais il est très difficile de mesurer véritablement le retard qu'a Yamaha sur l'électronique par rapport aux autres constructeurs. Là, on manque clairement d'informations. Mais il est aussi donc intéressant de voir Mayo Meregali mettre au même niveau comme gros problème sur cette machine la lourdeur de la machine. Alors, c'est vrai que tout d'abord, on peut parler du poids intrinsèque de la moto et ça on espère qu'à l'avenir Yamaha arrivera à trouver des solutions pour réduire le poids de cette machine, mais quand il parle aussi de lourdeur, moi j'entends agilité et quand on y pense c'est quand même vraiment dingue parce que rappelez-vous, par le passé il y a quelques années, quel était véritablement le point fort de la Yamaha? C'était justement l'agilité. Cette agilité qui permettait aussi à cette Yamaha à être une moto entre guillemets plus facile. Et aujourd'hui, ce principal point fort, il s'est envolé. Mais il s'est envolé au point que c'est même devenu, d'après les propos de Mayo Meregali, l'un des principaux points faibles de la moto. Et de toute façon, ça, on l'a vu parce que ce problème joue évidemment sur les performances de la moto, mais joue aussi sur le physique. Parce que quand on a une moto qui est moins agile, on a donc derrière une moto qui est plus physique. C'était Cal
Frochlo, le pilote test de Yamaha qui en parlait, et on a vu assez souvent les pilotes Yamaha très usés physiquement. Rappelez-vous par exemple un Fabio Quartararo après la course du Mugello qui était complètement KO. Alors c'était aussi le cas pour d'autres pilotes qui n'étaient pas spécialement chez Yamaha, mais on voit que cette moto est aussi devenue beaucoup plus physique que par le passé. Donc vous l'avez compris, au fil des années, on a réglé sûrement certains soucis, mais on a aussi créé de nouveaux problèmes. Et pour conclure cette vidéo, je trouvais ça intéressant d'essayer de faire entre guillemets une hiérarchie, un top 4 des problèmes qu'on a actuellement sur cette moto. Une hiérarchie qui est évidemment un petit peu foireuse parce que je ne suis pas un ingénieur Yamaha. Mais bon, je vais essayer de jouer le jeu. En tout cas, en quatrième, je mettrai le problème d'adaptation entre guillemets de cette moto aux nouvelles carcasses de pneus Michelin. On sait que ça a été l'un des grands changements quand même qu'il y a pu avoir en 2024. Beaucoup d'autres constructeurs sont arrivés à tirer parti de cette nouveauté entre guillemets, et je pense que Yamaha aujourd'hui c'est aussi l'un de ses soucis sur sa moto. Ils ont du mal à tirer vraiment le plein potentiel de ces nouvelles carcasses. En troisième position, je mettrai aussi ces problèmes d'aéro. Rappelez-vous, c'était l'un des sujets majeurs de la saison 2023. On avait pu aussi voir les propos de Maio Meregali qui déclarait justement que le principal problème de cette Yamaha 2023 c'était justement l'aéro, parce que dans ce MotoGP moderne, l'aéro ce n'est plus qu'une question de bien plaquer la moto sur le sol, c'est aussi beaucoup plus. L'aéro permet par exemple de faire mieux tourner les motos, et justement ils essayaient de travailler pour améliorer l'aéro de cette machine. Ce fut le cas en 2024, on a fait quand même des pas en avant, mais je pense qu'aujourd'hui ça reste quand même l'un des principaux problèmes de cette moto, et on a besoin de faire beaucoup plus de ce point de vue là. Quand tu vois par exemple le travail de Ducati ou encore de KTM, Yamaha a besoin de passer encore un step. En deuxième, je mettrai l'électronique, mais on va dire à égalité avec selon moi ce qui est le vrai problème de cette moto, ça veut dire son problème de poids, sa lourdeur, son agilité, qui cause donc des gros soucis de performance, mais aussi des problèmes physiques au pilote. Voilà donc les informations que j'ai pu vous trouver sur le sujet. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous en parler, même si c'est fait d'une manière assez rapide, parce que on sait que cette moto a de grandes difficultés, mais quel est le problème? Quels sont même les problèmes de la machine? Et là justement avec les propos de Maio Meregali, on comprend un peu mieux les points qui sont aujourd'hui difficiles sur cette moto, et je pense que c'était intéressant et important d'en parler. Donc voilà, en tout cas pour moi, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.